Et nous prenons tout de suite la direction de l'Indo-Pacifique. Les grandes manœuvres de la Chine s'accélèrent. Taïwan, mais aussi désormais les Philippines sont menacées. Regardez ces images saisissantes. Pékin mène un exercice militaire près d'un récif revendiqué par Manille. Regardez aussi cette carte pour voir exactement où ça se déroule. On va la voir dans un instant sur notre écran. Justement, Général Chevanty, c'est quoi exactement cette zone? À qui elle appartient au vu du droit international? Au point de vue droit international, logiquement, elle fait partie des 200 miles, mais je ne suis pas certain de la zone économique exclusive. En revanche, c'est un récif, et en tant que récif, ce n'est pas une terre reconnue comme telle. Donc, ce que font les Chinois depuis des années, c'est qu'à partir des récifs, ils les poldérisent, comme on dit, ils les rendent habitables, ils construisent des ports, mettent des batteries anti-aériennes, mettent, quand c'est possible, une base pour mettre des sous-marins. Et finalement, après, revendique la zone maritime autour, dans le cas des 200 miles, oui c'est 200, la zone exclusive, en disant, attendez, c'est la Chine maintenant, donc vous n'avez plus le droit d'y aller, et entrave la liberté de circulation de tous les autres navires des autres nations. Et en l'occurrence, vis-à-vis des Philippines, c'est un affrontement permanent sur cette revendication territoriale maritime, pour finalement revendiquer une zone historique. On revient à l'histoire en termes d'influence, où il y a maintenant la ligne, les 10 traits, selon la Chine, qui correspondent à l'influence traditionnelle chinoise et qui veut dire que la mer méridionale de Chine appartient à la Chine et non pas à d'autres nations riveraines. Justement, il y a eu des pourparlers entre la Chine et les Philippines en courant juillet pour conclure un arrangement provisoire pour le réapprovisionnement des troupes philippines sur cet atoll. Est-ce qu'on est en train de jouer sur justement cet arrangement provisoire qui n'a pas été acté dans le marbre pour pouvoir s'emparer de cet atoll-là? Alors, il y a le problème de l'atoll, mais il y a aussi le problème qu'il y a des exercices militaires américains en ce moment qui ont lieu avec plusieurs des alliés des États-Unis dans la région. Et donc, la Chine réagit aussi en faisant des manœuvres militaires pour intimider les Philippines. C'est une réponse, selon vous? C'est lié, en tout cas. Mais les affrontements sur la mer de Chine, ça dure depuis plusieurs années. Il y a d'un côté, effectivement, la Chine qui revendique toute la mer de Chine, les atolls, mais aussi des petits récifs qu'elle transforme en îles, comme l'a dit le général. C'est la ligne de ce qu'on appelle les 9 traits. Ils sont passés à 10, Ils sont passés à 10? Oui, mais il n'y a pas longtemps, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont passés à 10. D'accord, voilà. Okay. Et donc du coup, maintenant, c'est toute la mer de Chine méridionale est revendiquée par la Chine, qui veut effectivement pouvoir naviguer librement, qui veut pouvoir avoir des zones économiques exclusives. Et on est là dans l'épicentre des rapports stratégiques mondiaux. C'est pas la guerre en Ukraine. L'épicentre des rapports stratégiques, c'est entre la Chine, les États-Unis et les alliés des États-Unis. Donc c'est un peu tout ça qui se joue à travers ces manœuvres, ces intimidations. Bon, je pense pas que ça va dégénérer en affrontement armé, mais on est un peu on joue un petit peu avec le feu. Regardez justement ce que disent les Chinois à ce sujet. L'opération vise à tester les capacités de reconnaissance et d'alerte précoce, de manœuvre rapide et de frappe conjointe de ces troupes. Mais selon les Philippines, Catherine Gentil, des navires chinois harcèlent leur flotte et même les pêcheurs dans la mer méridionale qui tentent d'accéder à cette zone. Ah oui, il y a eu plusieurs incidents déjà, justement, où les Philippins se sont vraiment fâchés, même si évidemment, face à la puissance chinoise, pour l'instant, ce ne sont pas eux qui peuvent avoir le dessus, mais c'est un sujet dont on sent qu'il n'arrête pas de monter en puissance. Les Chinois ont décidé que certaines parties de la mer, finalement, leur appartenaient, sans même parler du détroit de Taïwan, là qu'on voit très bien sur la carte, et où régulièrement il y a des bateaux américains ou occidentaux qui passent pour justement conserver ce droit de passage qui est toujours un sujet de friction avec les Chinois. Donc, on le sait, Pékin a décidé de renforcer son armée dans des proportions absolument assez extraordinaires au sens premier du terme. Ils veulent essayer d'avoir le contrôle total sur toute cette région. Et donc, c'est un risque de dérapage, effectivement, un jour. Mais en même temps, les Occidentaux ne veulent absolument pas y renoncer. Évidemment pas les Philippins, il y a le Vietnam aussi qui se plaint beaucoup de l'attitude de la Chine. Donc on sent que c'est un des points du globe, un de plus, où la tension est en train de monter pour une histoire d'avoir la main
sur une région, et en l'occurrence, les Chinois sont de plus en plus agressifs. Nous sommes en direct avec Pierre-Antoine Donnet, journaliste à Asialiste et auteur de Chine, l'Empire des illusions aux éditions Saint-Simon. Merci d'être avec nous, Pierre-Antoine Donnet. C'est vrai qu'on se pose la question, la faute à qui? Puisqu'on sait également que depuis l'accession au pouvoir en 2022 du nouveau président philippin, Ferdinand Marcos, il y a de plus en plus de revendications également de souveraineté de sa part. Écoutez, moi je pense que les Philippines sont dans leur bon droit parce que ces exercices ou ces opérations d'intimidation ont lieu pour la quasi-totalité à l'intérieur de la zone exclusive des Philippines, et y compris donc dans des zones sous souveraineté des Philippines. Donc moi je rejoins ce que dit Catherine Gentil. Simplement, il y a une volonté affirmée du pouvoir communiste chinois d'imposer sa loi sur à peu près 90% de la mer de Chine du Sud, c'est-à-dire près de 4 millions de kilomètres carrés. C'est une zone stratégique d'ailleurs à plusieurs titres. Est-ce que, comme le disait Catherine Gentil, il y a un risque de dérapage, justement? Écoutez, simplement, de part et d'autre, on fait très attention à ce que ça, justement, ça ne dérape pas, mais on ne peut pas être à l'abri d'un tir non intentionnel ou d'une erreur de calcul qui fait qu'il y aurait d'un côté ou de l'autre des pertes humaines ou en tout cas matérielles. Et ceci pourrait effectivement provoquer un engrenage. Et si engrenage il y a lieu, ça peut aller très loin parce que les États-Unis sont bien sûr là. La 7e flotte est là, elle croise à l'intérieur de ces vastes espaces maritimes de la mer de Chine du Sud. La 7e flotte croise également à proximité de Taïwan, Taïwan qui constitue aujourd'hui l'une des principales zones de fracture du monde. On va revenir sur Taïwan dans un instant, mais Maxime Lefebvre, concernant justement ce qui se passe dans cette zone exclusive des Philippines, est-ce que ça pourrait entraîner une réponse de Washington? Parce qu'on sait qu'il y a un accord de défense mutuelle avec Manille de la part de Washington. Oui, alors, enfin, les différents pays qui bordent la mer de Chine sont quasiment tous hostiles à la Chine, en fait. Parce que justement, il y a des rivalités en termes de revendications territoriales, il y a des atolls, il y a les Spratleys, les Paracels, et puis il y a effectivement toutes ces îles et toutes ces manœuvres chinoises. Donc la Chine est en train de monter en puissance, en capacité aérienne, en capacité navale, etc. Et elle a ses revendications territoriales. Et les Philippines, effectivement, sont liées par un accord de défense aux États-Unis. C'était déjà le cas d'ailleurs pendant la guerre froide. Il faut se souvenir que les Philippines ont été une colonie américaine entre 1898 et 1946. Il y a encore des grandes bases. Et les Américains ont toujours des bases effectivement aux Philippines. Donc oui, on peut imaginer ça. Après, moi je pense aussi que il n'y a pas d'intérêt à déclencher un conflit militaire ouvert autour de ça. Il faut gérer un peu la tension, les incidents. Pour les Américains, il y a aussi un problème de choix stratégique entre ce qu'ils font en Ukraine, ce qu'ils font dans le Proche-Orient, parce qu'en ce moment, ils sont aussi très déployés autour du Proche-Orient, de la mer Rouge, de la Méditerranée, de l'Iran, et puis ce qui se passe en mer de Chine. Mais pour eux, la mer de Chine, ça reste très important parce que c'est leur rapport stratégique avec la Chine. Et de ce point de vue-là, que ce soit Trump ou que ce soit Kamala Harris, il y a quand même un certain consensus à Washington pour dire l'adversaire principal, c'est la Chine. Alors, on va y revenir parce que vous verrez que Donald Trump a eu des propos assez ambigus à ce sujet. Général Chauvency, vous pensez qu'il y a un risque de dérapage? Oui, alors pas maintenant parce que les Chinois ne sont pas prêts. Ils le seront dans quelques années. C'est quand même des hypothèses qui sont prises très au sérieux entre la flotte, je dirais, américaine et la flotte chinoise. Ensuite, ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, le but de la Chine, c'est d'éviter tout dégât humain. C'est-à-dire qu'on a de l'intimidation, on a de la gêne, parce que c'est quand même une manœuvre chinoise qui s'est infiltrée dans une manœuvre qui comprenait les Australiens, les Canadiens, les Philippins et les Américains. Donc pour gêner finalement la manœuvre et montrer que la Chine était là. C'est aussi, comme on l'a évoqué il y a quelques instants, ces intimidations vers les Philippines, notamment avec ces bateaux plus ou moins civils de miliciens qui viennent gêner les pêcheurs, mais aussi les bateaux militaires occidentaux, et non pas avec des armes, mais avec des lances à incendie. C'est-à-dire que c'est quand même une méthode hybride, je dirais, de combat. C'est-à-dire on ne fait pas de morts, pas de blessés, si on sait qu'en Occident on est très sensible à tout mort,
tout blesser. En revanche, faire de la gêne, de l'intimidation, des dégâts matériels, ce n'est pas grave. Et les Chinois ont parfaitement compris dans la gestion de leur intimidation. On évite les pertes humaines. En revanche, on dérange le plus possible l'adversaire pour lui montrer qu'il n'est pas chez lui. Et ça, c'est la stratégie aujourd'hui chinoise en mer de Chine. C'est aujourd'hui, dans quelques années, à force de construire des navires comme ils le font, ils en sont à leur 3e ou 4e porte-avions, ils développent quand même, ils ont 230 milliards de budget officiel pour la défense, ce qui est quand même assez conséquent, pas autant que les États-Unis. Mais actuellement, ils se construisent une marine océanique avec une capacité, je ne sais plus si tous les 4 ans, ils font l'équivalent de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne en termes de bateaux, en termes de tonnage. Donc aujourd'hui, oui, il y a un risque. Et puis, dernier point sur cette partie-là, il y a aussi une volonté effectivement stratégique parce que ça peut gêner finalement la discrétion des sous-marins nucléaires chinois et ils ont besoin de cette mer-là pour effectivement la contrôler pour pouvoir utiliser correctement leur dissuasion nucléaire. Ouais, justement. La Chine ne lâche pas non plus la pression du côté de Taïwan, alors qui se trouve également en mer de Chine méridionale, donc ça reste dans la même zone, mais voilà, nouvelle sortie des forces armées chinoises avec 27 avions et 8 navires, ça c'était aujourd'hui. J'ai une question pour vous, Pierre-Antoine Donnet. Est-ce que la Chine peut se permettre de maintenir la pression sur 2 acteurs en même temps ? Écoutez, en tout cas, s'agissant des États-Unis, ça a été dit, mais je voudrais le préciser, les États-Unis sont engagés sur plusieurs fronts à la fois. Donc, d'une part l'Ukraine, d'autre part le Moyen-Orient. Surtout en ce moment avec le risque d'un conflit généralisé dans cette région. L'un des porte-avions d'ailleurs qui était en Asie sur le théâtre de l'Extrême-Orient a été repositionné en Orient, donc ça laisse là aussi un vide. Et donc les États-Unis sont aussi donc positionnés en Extrême-Orient, donc c'est compliqué. Et la Chine joue de cet avantage-là parce que autant l'armée américaine est occupée à défendre, plus ou moins, en tout cas à apporter son aide à l'Ukraine face à l'invasion russe, autant les États-Unis sont engagés aux côtés d'Israël face à cette menace de conflit, autant la Chine en profite pour accélérer ses pressions dans la zone, et y compris à Taïwan, avec bien sûr dans le viseur les élections du 5 novembre aux États-Unis. C'est vrai qu'on sait qu'il y a une date qui s'est installée dans les esprits, la fenêtre de Davidson, on l'appelle, avant de quitter son poste en 2021, le chef du commandement américain pour l'Indo-Pacifique, Philip Davidson, avait estimé devant le Congrès des États-Unis que la menace était manifeste durant cette décennie, en fait, ces 6 prochaines années. Pierre-Antoine Donnet, est-ce que vous partagez cette analyse, cette fenêtre de tir exprimée par Davidson ? Vous savez, en fait, le discours des gradés militaires américains est forcément alarmiste parce que leur intérêt, c'est évidemment d'attirer l'attention des pouvoirs civils pour qu'ils comprennent bien les enjeux. Alors maintenant, quelle sera la date, c'est difficile de le dire. En tout cas, récupérer Taïwan par la force ou pas par la force, par d'autres moyens, est certainement l'agenda du président chinois Xi Jinping. Ça fait partie, bien entendu, de son plan affirmé, parce qu'il veut rester dans l'histoire chinoise comme étant celui qui a enfin, entre guillemets, réunifié l'ensemble du territoire chinois. Bon, il ne tient pas compte, évidemment, que Taïwan n'a jamais été administré par le Parti communiste chinois depuis son arrivée au pouvoir en 1949. Donc, moi, je crois qu'il y a certainement danger. Comment ce danger va se concrétiser un jour, c'est difficile de le dire aujourd'hui, mais une chose est certaine, c'est que les pressions vont continuer, vont s'accélérer pour faire comprendre aux États-Unis que la ligne rouge est là, que Taïwan, pour Pékin, fait partie du territoire chinois. Alors comment va réagir les États-Unis après le 5 novembre ? Je crois que ça fait partie de notre discussion, mais une chose est certaine, Taïwan, c'est pas simplement les semi-conducteurs, c'est pas simplement une démocratie de 24 millions d'habitants, c'est peut-être surtout un verrou géostratégique dans le Pacifique pour les États-Unis pour ensuite se déployer plus loin. Maxime Lefebvre, restez avec nous, Pierre-Antoine Donnet, mais j'ai une question pour vous, Maxime Lefebvre, concernant ce nouveau président qui a été élu à Taïwan, un président haï par Pékin, Monsieur Lai, puisqu'il est un travailleur pragmatique pour l'indépendance. Est-ce que ça peut être un prétexte justement pour Xi Jinping pour mettre de l'huile sur le feu dans la situation avec Taïwan ?
Alors, les Chinois ont une ligne rouge extrêmement claire, c'est l'indépendance de Taïwan. Pour eux, il y a une seule Chine, et ça a été reconnu par les Occidentaux, en particulier quand il y a eu l'accord pour faire entrer la Chine populaire à l'ONU en 1971. Donc la Chine populaire s'est substituée en fait à Taïwan, et Taïwan est devenu un non-État dans le monde. Alors il est encore reconnu par une toute petite poignée d'États, mais très petit, hein, on est je sais pas 10-15 États. Donc si vous voulez, Taïwan aujourd'hui n'est pas considéré comme étant un État internationalement reconnu, et pour les Chinois c'est une ligne rouge, c'est-à-dire que si jamais les Occidentaux ou les dirigeants de Taïwan veulent faire reconnaître l'indépendance, ils ont clairement dit qu'il y aurait à ce moment-là un conflit. Donc je pense qu'il faut tenir compte de cette position chinoise. Après, c'est pas pour autant qu'il faut laisser Taïwan être conquis ou envahi par les Chinois. Il faut défendre Taïwan, il faut s'assurer que Taïwan puisse se protéger. Il y a des enjeux sur les semi-conducteurs, il y a des enjeux par rapport aux valeurs parce que Taïwan est une démocratie, et il y a des enjeux géopolitiques parce que il faut tenir le front. D'ailleurs, les Américains vont mettre en place une usine de TSMC, donc l'usine de semi-conducteurs dans l'Arizona, si je crois bien, avec Catherine Gentil. Oui. C'est une des critiques émises par Donald Trump, d'ailleurs, hein, qui a dit que Taïwan devrait payer si jamais elle voulait être défendue un jour par les États-Unis, tout comme il avait fait la même critique. Alors on va le regarder. Ah oui, voilà. Vous allez plus vite que la musique. Voilà la citation de Donald Trump dans une interview de Bloomberg. Vous savez, nous ne sommes pas différents d'une compagnie d'assurance. Pourquoi faisons-nous ça? Taïwan ne nous donne rien. Il devrait nous payer pour sa défense. Donc voilà. La même chose qu'il avait dit en 2019 concernant les pays de l'OTAN, et il a récidivé d'ailleurs récemment en disant même qu'il encouragerait Vladimir Poutine à attaquer les pays qui ne paieraient pas leur écho à l'OTAN. Donc l'autre chose aussi qu'il reproche précisément aux Taïwanais, il dit en gros, ils nous ont volé 90% des semi-conducteurs de la planète. Donc il va y avoir de toute façon, avant même son accession, son retour à la Maison-Blanche, si ça devait être le cas, une usine importante qui va être construite aux États-Unis pour essayer d'avoir un semblant d'indépendance de ce point de vue, même si évidemment ça ne va pas être du jour au lendemain. Mais alors, comme ça lui arrive souvent, quand même, Donald Trump, il est un peu revenu en arrière en disant oui, non, bon, mais c'est vrai qu'il faut qu'il paye, mais quand même, on est là et on existe et on n'abandonne pas nos alliés. Donc voilà. Mais les Taïwanais, quand même, sont assez inquiets du fait qu'ils pourraient de nouveau être élus parce qu'ils ne sentent pas la même force de conviction dans les déclarations de Donald Trump que dans celles de Joe Biden, qui s'était même laissé aller il y a un moment à dire mais même on pourrait intervenir militairement pour défendre Taïwan, et la Maison-Blanche, dans les heures qui avaient suivi, avait tout de suite rétropédalé en disant non, mais c'est pas du tout ce qu'on voulait dire. En fait, c'est que évidemment on conserve la même politique qu'avant, mais ne parlons pas de militaires, et puis et voilà, restons-en là. Mais c'est vrai que les Taïwanais sont actuellement quand même très inquiets. Pierre-Antoine Donnet, justement, est-ce que vous partagez cette analyse de Catherine Gentil? Est-ce que dans la région, il y a une certaine forme d'anxiété qui se met en place sur un potentiel retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? Ben oui, en fait, si vous voulez, que ce soit Taïwan, que ce soit le Japon, que ce soit la Corée du Sud, pour ne parler que de ces pays-là, ils ont bien compris que Donald Trump, comme il le faisait déjà quand il était à la Maison-Blanche, considère les relations internationales comme un homme d'affaires. C'est-à-dire tout est monétisé. Il a une connaissance très vague finalement des véritables enjeux géostratégiques. Donc effectivement, ça fait déjà plusieurs mois que ces pays, et de même que le gouvernement de Taïwan, se préparent à cette éventualité. Il faut voir comment faire si jamais effectivement, s'il était à la Maison-Blanche, et s'il mettait à exécution ces menaces. Parce que la présence militaire américaine, non seulement est souhaitée par ces pays dans la région, elle l'est également par Singapour, beaucoup d'autres pays de la région, est essentielle pour maintenir la stabilité telle qu'elle existe aujourd'hui, malgré ces menaces chinoises qui ne cessent d'augmenter. Alors nous verrons le 5 novembre, mais voilà, si vous voulez, il y a le langage officiel. On ne peut pas, bien sûr, proclamer aujourd'hui ce que je viens de dire au niveau officiel dans ces pays-là. Donc on se garde bien de tout commentaire à l'approche des élections, mais il n'en pense pas moins.
C'est vrai, Catherine Gentil, ça c'est côté américain, mais vous aviez suivi Emmanuel Macron, vous, en Chine. Oui. Est-ce qu'il y avait une certaine frilosité concernant le dossier taïwanais? Non, ce qu'avait dit Emmanuel Macron, c'était qu'il ne fallait pas que l'Europe soit entraînée par les Américains dans une guerre qui n'était pas la sienne, c'est-à-dire justement entre Taïwan et la Chine éventuellement, mais tout en disant qu'on n'était pas à équidistance entre les États-Unis et la Chine et que l'Europe en général, la France en particulier, était l'allié des États-Unis et que c'était ça indiscutable. Merci Pierre-Antoine Donnet d'avoir été en direct avec nous. Votre analyse était extrêmement précieuse. On revient dans un instant pour vous parler de cette incursion en territoire russe de l'armée ukrainienne. Une incursion sans précédent. À tout de suite.